Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va échanger avec une nageuse qui n'a pas fait que de la natation. Je me suis laissé dire qu'elle avait commencé par plein d'autres sports. On va détailler tout ça avec elle. Aujourd'hui, elle nage et elle nage dans une catégorie un peu spéciale. Je suis très content de recevoir Colline Grabinski. Salut Colline. Bonjour Armano. Alors petite précision, maintenant je suis triathlète en fait. J'étais nageuse et maintenant je suis triathlète. Ouais, mais dans le triathlon, il y a la natation. On est d'accord. Bon, ça va, je me suis pas trop trompé, on va dire. Voilà. Non, mais par contre, je suis très fière d'être devenue triathlète, alors c'est pour ça que je me permets de t'embêter. Bon, on va revenir là-dessus justement. Mais ce que je te propose, avant tout, c'est de commencer par toi. Donc je te laisse te présenter. Dis-nous tout. Qui est Colline Grabinski ? Alors, Colline, c'est une fille qui aujourd'hui a 34 ans. Qui jusqu'à ses 25 ans a la vie de tout le monde, qui a toujours aimé faire du sport. Le sport a toujours fait partie de mon équilibre de vie. Donc j'ai touché à plein de choses pour me découvrir une vraie passion pour l'équitation que j'ai pratiquée pendant plus de 10 ans. En compétition jusqu'au championnat de France où je fais une jolie 7e place avec beaucoup d'émotions. Donc c'était un sport qui m'était vraiment cher et qui m'est toujours cher d'ailleurs. Je pratiquais le concours complet, donc c'était 3 disciplines, le dressage, le saut d'obstacle et le cross. Depuis mes 12 ans, j'avais ce rythme de monter à cheval 5 fois par semaine et puis d'y être quasiment 7 jours sur 7 tout en menant mes études à côté. J'ai fait des études d'ingénieur, donc il y a eu un petit moment où j'ai un peu ralenti sur le volet sportif pour faire ces études qui demandaient quand même un fort investissement. Et une fois mon diplôme en poche et puis mon premier job d'ingénieur décroché, j'avais cette envie de reprendre la compétition parce que ça me manquait. Et au moment où je veux relancer les choses à cheval, donc je me remets à cheval tout juste dans un nouveau centre équestre avec un nouveau cheval. Tout est nouveau pour moi et puis ce jour-là c'était une leçon d'essai et en fait j'ai eu un grave accident. J'ai fracturé 2 vertèbres, aujourd'hui je suis handicapée, je suis ce qu'on appelle paraparésique. Donc c'est une paraplégie incomplète. Une paraplégie, c'est des gens qui sont en fauteuil, dont les jambes bougent plus. Moi, le soir de mon accident, mes jambes bougent plus du tout, mais à force de travail et de rééducation, voilà. Donc j'ai cet épisode de vie qui fait complètement basculer ma vie à mes 25 ans.
Et puis, comme tu le disais, un des premiers sports que j'ai repratiqué, donc après une longue rééducation et avoir dû tout réapprendre parce que j'ai réappris à marcher, à poser mes pieds, enfin absolument tout. Je me suis remise à la natation et puis au bout de quelques années, j'avais un petit peu cette lassitude des carreaux au fond de la piscine et j'avais des amis qui faisaient du triathlon et qui m'ont fortement encouragé, incité. De base, j'ai dit non, mais vu que j'aime les challenges et les défis, j'ai fini par dire oui. Et donc du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivée aujourd'hui à être paratriathlète et à faire des compétitions à l'international. Alors, paratriathlète, ça veut dire quoi? Je sais qu'il y a plusieurs catégories dans le handisport, dans le parasport, parce que maintenant en France on ne parle plus de handisport, on parle de parasport. Donc il y a plusieurs catégories. Tu peux nous dire dans quelle catégorie tu évolues? Alors déjà, il y a 3 grandes classes de entre guillemets handicap sur le paratriathlon. Il y a tous les gens qui sont malvoyants et qui donc pratiquent le paratriathlon avec un guide. Il y a les gens qui pratiquent en fauteuil. Donc là, on pense par exemple à Thibaut Rigaudot que j'avais eu au tout début de ce podcast en 2020. Exactement, tout à fait. Donc après il y a les personnes qui pratiquent en fauteuil. Donc il y a des catégories et après il y a des catégories pour les gens pratiquant debout. Et dans les gens pratiquant debout, ça va de la PTS 5 qui sont les personnes qu'on considère les moins impactées par leur handicap dans la pratique du triathlon, jusqu'à la PTS 2 qui sont les plus fortement handicapés. Moi quand j'ai commencé, on m'avait classifié PTS 4. Parce que j'ai un handicap qui est pas forcément de 1 facile à comprendre et de 2 qui n'est pas du tout visible. Et en fait, en pratiquant les compétitions à l'international, on m'a rebasculé dans la PTS 3, donc en considérant que mon handicap m'impactait plus. Donc aujourd'hui, voilà, je pratique en PTS 3. Alors ça veut dire quoi PTS 3 et pour toi? Parce qu'effectivement, on parle là d'un handicap quasiment invisible. Tu peux nous en dire plus sur ce handicap? Alors oui, ce handicap, il est devenu invisible parce que ça faisait partie de mes objectifs. Quand j'étais en centre de rééducation, j'ai toujours voulu que ça se voit, enfin mon objectif c'était je voulais que ça ne se voit pas. J'ai réussi, mais après j'ai découvert que c'était pas forcément toujours quelque chose de. Alors c'est positif dans certains cas, mais pas toujours simple dans d'autres, parce que ça nécessite d'expliquer. Du coup aujourd'hui, le fait que ma moelle a été comprimée, ça veut dire que tous les nerfs qui sont du bassin jusqu'au bas de mes pieds fonctionnent de façon moyenne, inégale. Ça fait que mes muscles du coup se développent de façon différente, avec des forces différentes, mais dans tous les cas pas à leur maximum de leur potentiel. C'est différent droite et gauche, donc dans tout ça, ça crée des problèmes d'équilibre. Et grossièrement, en fait, rien n'est automatique chez moi. C'est-à-dire que quand si on était en train de parler dans la rue et de discuter en marchant, toi, tu vas te concentrer sur ce que tu es en train de me dire, globalement. Moi, je vais me concentrer à la fois sur ce que je suis en train de te raconter, mais aussi de la façon dont je suis en train de poser mes pieds, parce que si je fais pas attention, eh ben ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, j'ai toujours une partie de mon cerveau qui s'occupe de, entre guillemets, faire fonctionner ce qui est de l'automatique pour la plupart des gens. Et toi, dans ta catégorie en PTS 3, il y a d'autres gens qui sont atteints du même handicap que toi, ou ça va être d'autres handicaps qui seront peut-être plus visibles, mais tout aussi impactants? Je veux dire, par exemple, un amputé d'une jambe, donc quelqu'un qui va courir avec une lame. Enfin, avec quel type d'autres handisports tu concours? Alors au début, ça a un petit peu évolué ça, parce que quand j'ai commencé le paratriathlon, j'ai été vraiment seule avec une pathologie qu'on appelle le neurologique. Et il y avait donc dans ma catégorie la majorité des concurrentes, enfin en tout cas au niveau français, enfin voilà, la française principale qui était dans cette catégorie était une double amputée, donc avec deux prothèses en carbone. Petit à petit, là on voit que sur le circuit arrivent des gens avec des pathologies neurologiques.
Après, pour autant, en fait, ce qui est trompeur avec la mienne, c'est que elle est tout aussi invisible qu'impactante, dans le sens que j'ai vraiment des séquelles entre guillemets très lourdes, et que c'est pas quelque chose forcément qui est visible de prime abord. Si je te donne un exemple, sur un vélo, mon maximum c'est 170 watts. Je ne peux pas envoyer plus de 170 watts et en course à pied, en fait, je n'ai pas de force dans les pieds. Donc, je ne peux pas pousser sur mes pieds pour courir. Et justement, la question d'après que j'allais te poser, c'est comment est-ce que ça se traduit dans le triathlon ? Est-ce que tu nages, par exemple, avec un pull boy, ou est-ce que tu peux bouger les jambes ? Est-ce que en vélo, tu peux pas aller au-delà de 170 watts ? Ok, mais ça veut dire quoi ? Tu pédales avec tes deux jambes, tu peux te mettre en danseuse, tu peux te mettre sur le prolongateur. Ça se traduit comment ? Et en course à pied, si tu peux pas appuyer sur tes pieds, ça veut dire que tu te contentes de poser tes pieds et après tu travailles avec le reste des membres inférieurs ? Alors, c'est vrai que alors pour l'histoire, moi j'ai commencé le triathlon au milieu des valides, comme ça, sans prétention, avec des amis. Donc, j'étais vraiment dans ma réflexion à faire, entre guillemets, parce que dans ma vie de tous les jours, dans mon travail, dans mes sorties avec mes amis, etc., je suis toujours, entre guillemets, énormément avec des valides. Donc, j'ai un peu cette habitude de pas forcément adapter ma pratique. C'est ce qui a un peu changé quand je suis arrivée dans le monde du handisport. Globalement, pour la natation, tout triathlète a quand même cette un peu économie du battement de jambes de façon assez logique. Donc non, mes battements sont pas efficaces. Je nage pas avec un pull boy parce que après la combinaison permet quand même une bonne flottaison, et que venant du monde de la natation, j'ai une glisse qui est quand même pas trop mauvaise. Voire bonne. Et donc du coup, mes battements sont pas efficaces, mais en natation, voilà, ça change pas grand chose. Ce qui va être vraiment impactant, c'est au moment de la T1, parce que la T1, en fait, la première transition, pour ceux qui connaissent pas les termes de triathlète. Voilà. Désolée. C'est pour passer de la natation au vélo. C'est qu'en fait, vous êtes obligé de vous remettre sur vos pieds, et le commun des mortels va courir pieds nus et aller chercher son vélo. Sauf que moi, courir avec des chaussures, c'est déjà un challenge. Courir pieds nus, c'est infaisable, injouable. Je vais me blesser forcément. J'ai les pieds ultra fragiles. Enfin voilà. Donc en fait, en paratriathlon, on a des aides. Il y a des personnes qui me soutiennent pour me remettre debout et pour m'accompagner jusqu'à une chaise pour éventuellement remettre des chaussures, ou pour jusqu'à l'heure de transition. Enfin voilà, il y a ce passage-là qui est très difficile pour moi, en tout cas. Après, sur le vélo, foncièrement, si tu me regardes pédaler, on voit rien. J'ai un vélo classique, comme un valide. Je peux me poser sur le prolongateur, mais en fait, je fais énormément plus de proprio, c'est-à-dire que je suis pas stable comme tout le monde sur un vélo. Le fait de tenir en équilibre sur un vélo, c'est déjà entre guillemets un effort. Et après, j'ai quand même une différence, c'est-à-dire que j'ai une jambe gauche qui a plus récupéré que la droite. Donc je pédale plus fort avec la jambe gauche, mais en visuel, pareil, invisible. Et après, deuxième transition, donc passage du vélo à la course à pied, même chose. Incapacité à courir pieds nus fait que déjà mettre les pédales automatiques, le contrôle des pieds étant pas quelque chose de simple pour moi, je suis vraiment obligée de me poser, de souffler et de bien réfléchir pour réussir à remettre bien, à désenclencher mes cales. Et après, je suis obligée de courir avec les chaussures de vélo parce que je suis incapable de courir pieds nus. Et ensuite, sur la course à pied, alors là, c'est là que ça devient entre guillemets très compliqué pour moi. C'est-à-dire que faut gérer l'équilibre, parce que c'est pas naturel. À chaque foulée, faut faire attention, parce que globalement, si je fais pas attention, je chute carrément. Et puis donc vu que je n'ai pas de force dans les pieds, on travaille beaucoup en fait à me faire monter les genoux, chercher à propulser, mais plus en montant les genoux et en travaillant aussi sur de l'appareillage avec des orthèses, parce que comme on en discutait, pour arriver à des vitesses de course à pied
peuvent atteindre des personnes amputées. Aujourd'hui, sans aide technique, c'est pas possible pour moi. Je vais faire un parallèle, mais on a vu Pistorius s'aligner sur le 100 mètres et réussir à ne pas être ridicule à côté de Valide. On a encore vu personne avec une pathologie neuro réussir à faire ce genre de choses. Donc je suis un petit peu la seule à avoir la folie de penser que je peux encore essayer de courir comme quelqu'un avec deux prothèses. Mais j'aime bien les défis, alors pourquoi pas. Et alors attends, si tu me permets cette innocence, mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu te fais autant de mal? Ah, ça c'est une bonne question. J'aime me lancer des gros challenges. C'est quelque chose qui est en moi. Je le fais à la fois dans ma vie professionnelle comme dans le sport. J'aime être dans le dépassement de moi-même. Je fais partie des gens qui, quand ils sont un petit peu trop dans leur zone de confort, ont une fâcheuse tendance à s'ennuyer. Donc je n'y reste pas longtemps. et voilà, et c'est quelque chose que j'ai vraiment en moi, d'aimer me dépasser, et je n'aime pas le mot impossible. Et donc du coup, à partir du moment où quelqu'un me dit que je n'y arriverai pas et que ça ne va pas marcher, j'ai souvent à cœur, de par mon esprit un peu têtu aussi, de vouloir prouver que si j'ai la force de faire les choses, et que parce que je crois aussi que le mental a une force incroyable et que on peut réaliser de très grandes choses quand on est convaincu de sa capacité à le faire. Non, mais je comprends bien du coup le pourquoi tu fais ça, parce que t'aimes te fixer des challenges, t'aimes te fixer des défis. Est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle tu as toujours un travail alors que tu es sportif de haut niveau, ou est-ce que la raison elle est aussi dans le financement de la carrière d'une sportive de haut niveau en paratriathlon? C'est une très bonne question. J'adore ce que je fais professionnellement. Vraiment, enfin voilà, c'est un choix que, enfin, je travaille donc pour l'environnement, dans la gestion de l'eau, de la biodiversité. J'aime beaucoup ce que je fais maintenant. C'est un travail avec de fortes responsabilités, des gros enjeux, qui prend énormément de temps. Donc oui, il y a eu un moment où j'aurais souhaité faire un peu ce switch, cette bascule, parce que je me suis bien rendu compte, pour être allée jusqu'à des choses un petit peu pas forcément très agréables, avec des gros symptômes de burn-out. Et du coup, ce constat que de mener les deux, c'était très compliqué. Maintenant, en fait, je suis un petit peu dans un, entre guillemets, cercle vicieux, c'est-à-dire que pour avoir un statut de sportif de haut niveau, il faut un certain niveau de performance. Pour atteindre ce niveau de performance, il faut, avec ma pathologie, il faut en fait du temps. C'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que il faut du temps, et en plus c'est quelque chose la neurologie, c'est quelque chose qui est pas forcément prévisible. Un neurologue vous dira que on connaît 10% du fonctionnement du système nerveux actuellement, donc on sait pas forcément prédire à quel moment je vais avoir forcément le temps qui va bien correspondre au niveau de performance attendu, etc. Donc aujourd'hui, enfin voilà, j'ai pas ce niveau de performance pour avoir le statut de sportif de haut niveau. En même temps, je m'aligne sur des compétitions internationales, donc il faut entre guillemets financer ces compétitions, parce que c'est aussi important, enfin, que pour progresser, en fait, je suis entre guillemets obligée. Enfin, il faut courir. Enfin, je suis compétitrice entre guillemets dans l'âme, et on peut faire plein de belles choses à l'entraînement, hein, mais rien ne remplace un starter, une ligne de départ, une natation avec des concurrentes autour, et enfin voilà, on sort jamais les mêmes choses à l'entraînement. Enfin en tout cas, voilà, quand on est compétiteur, il y a vraiment une différence, je trouve. Et aujourd'hui, vu que je finance tout sur mes fonds personnels,
j'ai gardé mon travail à côté, mais c'est un challenge de tous les jours parce que tout est calibré, minuté, et c'est pas évident de tout faire rentrer. Et alors, est-ce que tu peux nous partager un petit peu plus les dessous, justement, les vestiaires d'une carrière de paratriathlète? Un budget pour une saison, pour toi, ça représente quoi? J'imagine que ça varie beaucoup selon les compétitions sur lesquelles tu t'alignes. Si tu fais que des compétitions en France, ce sera peut-être moins cher que si tu pars à l'étranger. Mais si tu veux percer et perfer, il va falloir partir à l'étranger. Donc, tu as une idée un peu du budget que ça représente pour toi? Alors, en fait, le truc, c'est que je pourrais faire des courses uniquement en France mais ça serait des courses entre guillemets non avec des valides et pas forcément adaptées à mon handicap. Donc en faisant ça, je sais que je ne peux pas faire de performance entre guillemets. C'est-à-dire que je peux finir ces courses-là, il y a pas de souci. Maintenant, ce que j'expliquais des difficultés sur les transitions, etc., elles sont démultipliées sur un triathlon classique. Donc c'est pas là que si je veux tenter d'être performante, il faut m'aligner sur des compétitions handisport. Donc à partir de là, moi je regarde le calendrier et je sélectionne ce qui est envisageable en termes de budget parce que ça reste. Je peux m'aligner sur des compétitions en Europe. Je peux pas m'éloigner plus que ça parce que je suis pas en capacité financière de pousser plus loin. Et sur une compétition à l'international, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc il y a les compétitions et puis après il y a tout ce qui va à côté entre guillemets, c'est-à-dire que je suis en termes de matériel ça paraît assez étonnant, mais aujourd'hui je suis sur des compétitions internationales avec un vélo que j'ai acheté d'occasion il y a 3 ans que j'ai payé 600 € et je suis pas en capacité c'est des choix, hein, je les assume, mais aujourd'hui je fais le choix de courir plutôt que d'investir dans le matériel parce que ma pathologie fait que aujourd'hui si j'arrête de courir, je vais perdre je vais perdre mon niveau et de deux j'aurai énormément de mal à reprogresser. C'est vraiment un entretien entre guillemets constant et après ça c'est pareil, c'est des choix que j'ai fait, mais j'ai mon coach qui me suit, donc pareil je finance moi-même. Et c'était une des choses que j'ai su dès le départ, c'est que je me suis dit je préfère miser sur les personnes qui m'encadrent, quitte à avoir du matériel un petit peu entre guillemets moins bon que ma concurrence, mais par contre je crois en la qualité de l'accompagnement des personnes que vous avez autour de vous et du coup j'ai plus investi là-dessus. Du coup, ta saison, elle est orientée par rapport au budget que tu as y consacré, puis aussi par rapport aux compétitions. Tu nous parles un petit peu de ton palmarès jusqu'à présent, même si tu nous as fait un beau disclaimer, même si tu nous as prévenu tout à l'heure, c'est très aléatoire par rapport à ta pathologie qui elle-même est aléatoire, que tu sais pas programmer. Mais ça représente quoi le palmarès de Colline Grabinski en paratriathlon à ce jour? Alors Colline Grabinski, elle est déjà 3 fois championne de France. Je commence par là. Alors c'est pas forcément. Après, je vais parler des médailles en étape Coupe du Monde, mais c'était en tout cas, moi le titre de championne de France, c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur parce qu'en fait c'est mon rêve de gamine en équitation. J'ai passé 10 ans à courir après un titre de championne de France. Et donc du coup quand ça m'est arrivé en paratriathlon, après tout ce qui s'était passé entre guillemets dans ma vie et de ce de quoi j'avais dû me relever, c'était un joli clin d'œil, un rêve de gamine qui se réalisait. Donc je suis championne de France en 2019, en 2020 et 2021 de mémoire. Et puis après j'ai fait ma première compétition en 2019 à l'international sur l'étape Coupe du Monde d'Alhandra au Portugal. Je rapporte une médaille d'argent. Et puis les saisons d'après, donc j'ai continué à faire des étapes Coupe du Monde. Si je prends l'année dernière, donc à Besançon en France, je fais une médaille de bronze.
dont j'étais ultra contente parce que pour l'histoire, j'ai passé un hiver compliqué l'année dernière. J'ai fait une fracture de fatigue au tibia. Du coup, j'ai pas pu du tout faire de course à pied et de foncier comme on a l'habitude de le faire en hiver en triathlon. Donc, je suis arrivée sans la préparation optimale. Et ce jour-là, ouais, de réussir à ramener cette médaille de bronze, c'était vraiment, c'est une de mes grandes joies de la saison dernière. Et puis je fais une médaille d'argent sur l'étape du Coupe du Monde de la Corogne en Espagne. Derrière, on a une petite période pour refaire un peu de préparation, ce qui était bien parce que voilà, j'en manquais un petit peu et ça permet à Alhandra au Portugal d'aller aussi chercher donc une médaille d'or. Voilà, et par contre cette année sur le championnat de France, je fais une médaille de bronze, mais qui est logique entre guillemets au vu de la concurrence, parce que enfin voilà, je suis dans mon niveau de performance, juste je suis en incapacité d'aller chercher les 2 premières, donc voilà, sans regret. Donc voilà. Et pour la suite, du coup, parce qu'on a une petite fête de campagne à Paris cet été, est-ce que t'es en lice? Est-ce que tu rêverais d'y aller? Est-ce que tu vas plutôt tabler sur 2028? T'en es où avec ça? Alors ça m'a toujours, enfin voilà, les jeux à Paris, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Enfin voilà, on n'a pas toujours l'occasion en tant qu'athlète d'avoir les Jeux Olympiques à domicile. C'est vraiment quelque chose de grand et qui fait rêver. Maintenant, comme je l'expliquais, enfin voilà, ma pato, elle est comme elle est pas prévisible. Aujourd'hui, si je prends mon niveau de performance actuel, il est pas suffisant. J'en suis consciente. Après, voilà, moi, ce que je cherche pas toujours à tout calculer. J'ai un peu appris à lâcher prise avec cette pathologie, c'est-à-dire que je donne mon maximum à l'entraînement. Je fournis tout ce que j'ai entre guillemets. Je donne tout ce que j'ai à donner. Ça fonctionne, c'est génial. Ça fonctionne pas, j'aurais entre guillemets pas de regrets. Voilà, c'est juste aujourd'hui, j'y suis pas. Demain, il reste encore un peu de temps et voilà, enfin, à voir. Bon, de toute façon, les sélections sont pas finies là. Ça se joue sur pas très loin des JO en fait. La sélection définitive. Exactement. C'est une chose que, alors, j'ai toujours mes collègues, mes amis qui me posent la question en ce moment tous les mois et ça les perturbe que ça soit entre guillemets si tard et que je puisse pas leur répondre et voilà, parce que j'ai des grands fans et donc du coup non, pas de réponse en tout cas. Ça se passe comment justement la sélection pour les Jeux paralympiques de Paris pour les paras en paratriathlon? Combien vous avez de slots? Est-ce que c'est des slots automatiques? Est-ce que c'est des slots à la performance? Est-ce que c'est des slots qui sont décidés nominativement par les instances du triathlon? Comment ça se passe? Alors ce que je peux en dire, c'est que donc il y a par catégorie de handicap, comme on évoquait, il y a un nombre d'athlètes par nation de défini. Donc ça voilà, il y a un nombre de places et après il y a également côté fédération une grille de critères à remplir pour rentrer voilà dans les personnes entre guillemets potentiellement qui pourraient potentiellement être alignées, donc voilà, enfin pour grossir un peu, il y a des minima entre guillemets à sortir, à atteindre quoi. Et c'est des minima du coup qui sont en termes de ranking, en termes de résultats. J'imagine que selon le parcours, on peut pas parler de résultats en termes de temps, on n'est pas sur une piste d'athlétisme, mais c'est des minima en termes de ranking mondiaux. Oui, il y a du ranking, mais du coup c'est forcément aussi en lien avec les chronos, enfin même si on est d'accord, c'est pas toujours suivant les parcours, c'est pas toujours pareil, mais oui. Et si ça devait se produire, si tu devais être qualifié, sélectionné, d'un point de vue financier, puisque c'est l'essence même de ce podcast, c'est savoir comment est-ce qu'on vit de et par sa passion, d'un point de vue financier, est-ce que ça engendrerait des coûts supplémentaires pour toi? Est-ce que tu pourrais les assumer, ou est-ce que tu te retrouverais un peu comme quelqu'un qui est qualifié pour Hawaï mais qui n'a pas les moyens de se payer le billet? On reste dans le triathlon. Oui, alors bêtement, là l'avantage c'est que c'est Paris, hein. Donc bon, c'est ça, c'est pour ça que je te pose la question. Si on parlait de Los Angeles, ce serait différent, mais exactement. Maintenant,
non, alors financièrement ça serait jouable. Après pourrait quand même se poser la question, et je le dis en toute transparence, parce que je trouverais ça assez drôle d'aller aux Jeux à Paris avec un vélo, acheté d'occasion qui a jamais été entre guillemets adapté à ma morphologie, à ma pathologie. Bon, on peut tout faire, y a pas de souci, mais en tout cas, je pense que, j'ose espérer que si ça arrivait, en termes de matériel, j'aurais un petit peu d'aide parce que, le triathlon reste quand même un sport sur lequel le matériel a son importance et du coup là-dessus il y a aussi une petite marge sur mon niveau de performance, quoi. Est-ce que d'ailleurs tu reçois des aides, alors je sais pas, de la MDPH, la maison des personnes handicapées? Est-ce que tu reçois des aides de la fédération? Est-ce que tu reçois des aides de la Fédération française paralympique? Est-ce que t'es aidé dans ta démarche ou c'est vraiment tu te débrouilles toute seule? Ah, c'est vraiment toute seule. Le pourquoi, c'est que alors sur le volley sport, comme on l'évoquait, je remplis pas les critères pour être sportif de. Alors en fait, je vu que je suis sur plusieurs tableaux, parfois ça m'est un petit peu défavorable, notamment sur le volet financier. C'est-à-dire que donc je ne suis pas sportif de haut niveau parce que je ne remplis pas les critères. À côté de ça, j'ai un travail donc avec un gros niveau de responsabilité et donc alors je reste fonctionnaire et fonction publique et ministère de l'écologie, donc j'ai un salaire moyen mais au-dessus des fourchettes pour toucher des aides sur le volet personnes entre guillemets en situation de handicap. Donc en fait sur les différentes grilles je coche pas les bonnes cases. Malgré tout moi j'aime voir le positif. Je réussis dans ma vie à assurer un job à responsabilité avec du management et en même temps m'entraîner avec des intensités à l'entraînement qui sont celles de sportifs de haut niveau. Donc c'est juste que sur le financier il y a un truc qui matche pas. Et est-ce que justement par rapport à ton emploi du temps, par rapport à ta détermination aussi bien dans l'entraînement mais qu'à côté, tu mets aussi en place une recherche de partenaires, de sponsors, de mécènes où vraiment tu te concentres et je te jette pas la pierre, c'est exactement ce que j'ai fait pour mon défi. Je me suis concentré sur la préparation, sur la logistique et pas du tout sur le côté financier que j'ai dû assumer moi-même. Donc est-ce que toi tu recherches aussi des partenaires, des sponsors, des mécènes ou pour le coup tu te concentres vraiment sur la partie sportive et sur l'accomplissement de tes objectifs sportifs? Alors ma réponse elle va être un petit peu mitigée dans le sens que c'est un peu dépendant de mes de certaines phases entre guillemets, c'est-à-dire que quand j'ai des phases un petit peu plus de calme, que ce soit professionnel comme dans l'entraînement, je me lance dans le démarchage de sponsors avec plus ou moins de réussite. Au tout début de ma carrière, et pourtant elle est pas très longue, puisque j'ai commencé il y a 3-4 ans. J'arrivais un petit peu à trouver des partenaires. J'ai la sensation que c'est de plus en plus difficile. Maintenant, je le fais un petit peu dans le volume horaire qui reste disponible, et c'est vrai qu'il reste pas forcément grand chose, mais en tout cas les moments où je le fais, c'est pas toujours non plus évident, et puis sachant que derrière c'est les partenariats, faut savoir que c'est aussi de l'investissement, c'est-à-dire que c'est aussi s'investir en temps pour donner de la visibilité aux partenaires sur les réseaux sociaux, pour faire de la communication, pour éventuellement participer à des événements, des choses comme ça. Ça fait partie intégrante de la carrière d'un sportif de haut niveau. Moi, le truc, c'est que j'essaye de le faire en plus, mais mais plus à la fin j'ai appris que je garde quand même mes horaires de sommeil, le temps de profiter de mes proches, il y a des choses qu'il faut pas oublier non plus. Ouais, puis surtout que tu es dans un sport pour le connaître où doubler les entraînements c'est pas rare, et puis c'est 3 sports le triathlon, donc même si on s'entraîne pas comme un cycliste, on s'entraîne pas comme un nageur, on s'entraîne pas comme un coureur, on s'entraîne quand même un peu comme ces 3 sportives-là, et du coup ça demande beaucoup d'abnégation et beaucoup de temps pour l'entraînement.
Merci beaucoup, Colline, pour ces réponses. J'ai une dernière question pour toi. C'est la question un peu farfelue. Je demande à mon invité à chaque fois de se projeter dans ce moment où il ou elle est devenu sportif de haut niveau. Je te propose avec toi de se projeter juste après ton accident, parce que tu m'as dit en off que tu avais accepté tout ça, donc on peut en parler. Donc si on pouvait se projeter à côté de la Colline de 25 ans qui vient d'avoir l'accident, je te laisse quand même sortir de ton lit d'hôpital, hein, je suis cool, et puis que on était à côté d'elle et qu'elle te voit, elle sait exactement ce qu'elle va réaliser dans les 9 années qui vont suivre. Qu'est-ce que tu crois qu'elle te dirait en te voyant ? Eh ben, ça va paraître peut-être choquant pour la plupart des gens, mais je lui dirais, mais en fait, ta deuxième vie, elle commence maintenant. Le meilleur, il est devant. Ça paraît incroyable, mais tout ce que tu vas vivre après, ça va être encore mieux. Et voilà. Enfin, tu vas vivre des moments très difficiles. Je crois en toi parce que personne d'autre pourra faire ça à ta place. Crois en toi, ton potentiel, tes capacités, bats-toi et entoure-toi de bonnes personnes. Fais confiance aux personnes qui sont à tes côtés et qui cherchent qui croient en toi encore plus que toi, parce que je suis pas la personne qui a le plus de confiance en moi-même, mais crois-les. Si eux voient que ton potentiel, si eux pensent que tu as la force de réussir, crois-les. Ne te pose pas trop de questions et tu verras, ça va être génial. Bon, mais ça, c'est ce que toi tu lui dirais. Mais qu'est-ce que tu crois que elle te dirait en te voyant ? Ah, elle me dirait, mais ce qu'elle me dirait, mais Colline, elle voudrait pas y croire, en fait. C'est juste, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste incroyable. C'est juste pas possible, entre guillemets, de base. La question au moment de mon accident, c'est, est-ce que je peux remarcher? Et les gens ne croyaient déjà pas c'était mes médecins, quand je leur ai dit que je voulais remarcher, ils n'y croyaient pas. Donc la Colline qui est dans son fauteuil et qui dit qui voit une Colline faire du triathlon, mais elle est la reine du monde, en fait. Elle est la reine du monde et elle a des étoiles dans les yeux et elle en revient pas, en fait. Ça lui paraît dingue. Elle est super impressionnée, elle est super fière et elle se dit que vraiment tout est possible dans la vie. Et par contre, elle est aussi, parce que je tiens à le dire, elle est aussi d'une reconnaissance extrême, parce que, faut quand même comprendre que tout ça, le triathlon, c'est un sport individuel et on parle beaucoup de soi. Et là, on a passé énormément de temps à parler de moi, mais que ce soit mes kinés, mon entraîneur, il y a rien qui aurait été possible sans eux. Quand j'ai voulu recourir, mon kiné, c'était mon kiné d'avant, hein, c'était un kiné sport et il m'a accompagné sur chacune de mes foulées, quand je tombais, quand j'avais les genoux écorchés, quand il fallait recommencer pour la 20e fois, que je courais 5 minutes, puis 10, puis 20, faut quand même réaliser que j'ai pas réalisé ça toute seule, loin de là. Aujourd'hui, j'ai un coach qui est avec moi sur chacune de mes séances et qui fait preuve d'une adaptation folle pour comprendre au mieux ma pathologie et chercher à en tirer le meilleur. Donc il y a aussi des gens qui aident à construire et qui m'ont aidé à avoir ce que j'ai toujours voulu, en fait. Tu peux les citer, hein, si tu veux. Il faut pas se gêner, il faut leur rendre hommage. Alors c'est avec plaisir, c'est avec un très grand plaisir. Donc Vincent Beaune, c'est mon kiné. Il m'a connu avant mon accident et en fait, quand j'ai eu mon accident, je me suis dit il faut que je retrouve un kiné, mais un kiné spécialiste de ma pathologie, quoi. Et en fait, il connaissait très bien ma pathologie, mais il était surtout kinésport. Il m'a dit reviens, et ça a été un signe énorme pour moi. C'est-à-dire que je continuais d'être sportive et franchement, il a cru en moi et en ma capacité bien plus que moi à cette époque-là. Et il m'a aidé à recourir. On a tout reconstruit ensemble. Le premier titre de championne de France, globalement, pour moi, c'est le sien, entre guillemets. C'est son travail. Et aujourd'hui, je travaille avec Jean-Marc Gossard, d'Athlète Performance, qui est mon coach et qui bosse avec moi depuis 3 ans sur la course à pied, sur la musculation. Et il a vraiment tout découvert parce qu'il faisait pas du tout d'handisport.
Pour l'histoire, voilà, il vient du monde de l'ultra trail, lui pour ses courses, et puis du monde du rugby, donc rien à voir. Et il a découvert mon handicap et il s'est énormément adapté. Et aujourd'hui, enfin, il me fait atteindre des vitesses en course à pied qu'on n'aurait jamais imaginé. Enfin, je veux dire, enfin. Alors certes, c'est sur des 100 mètres, hein, mais on dépasse les 12 km/h. Enfin, c'est pour ce que j'ai, c'est de la folie. Et c'est un amoureux des challenges de l'impossible, donc on s'est bien trouvé. et aujourd'hui, du coup, on travaille avec aussi Ludovic Mule, mon kiné sur Beauvais, du pôle sport santé. Et on fait un trio qui fonctionne vraiment très très bien. Donc, enfin voilà. Et je ferai un petit clin d'œil à mon coach de natation qui est Quentin Pereira, qui enfin, faut savoir que j'ai eu une période un peu compliquée avec la natation parce que j'en venais, mais j'étais un peu fâchée, j'avais très mal aux épaules, c'était compliqué. Et il m'a donné vraiment de nouveau goût à la glisse, à retrouver des sensations, et ça a été une belle découverte aussi. Voilà, je pense que la boucle est bouclée. On a parlé de toi, on a parlé des autres, on a parlé de tes coachs et de tes kinés. Il nous reste plus qu'à clôturer là l'épisode du jour. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute, c'était avec plaisir en tout cas. J'aime beaucoup partager ce que je fais parce que foncièrement c'est une passion, et j'aime énormément ce que je fais, et je crois que ça se voit à mon sourire quand je franchis les lignes ou quand je monte sur les podiums. Je rigole pas vraiment pendant mes courses, hein, on va pas se mentir, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose que j'adore, et partager, c'est vraiment un beau cadeau que tu m'as fait, que de pouvoir le faire sur ton podcast. C'est un plaisir, il est là aussi pour ça, le podcast, c'est pour partager. Si on veut justement te suivre et continuer à partager avec toi, ça se passe où ? Sur Insta, sur LinkedIn, sur les deux, sur un site, sur Strava ? À chaque fois j'oublie de demander le Strava des athlètes. Alors sur Insta principalement, sur Facebook, LinkedIn, il va falloir vraiment que je l'actualise, mais ça vient incessamment sous peu. Strava, je vais te dire un truc très drôle. Alors faut savoir que moi je fais partie des athlètes qui ne fonctionnent pas du tout aux chiffres. Donc j'ai ma montre, hein, mais clairement j'ai un coach pour ça. Mais enfin voilà, la plupart des 80% des triathlètes seraient scandalisés par la façon dont je n'utilise pas ma montre. Je travaille énormément aux sensations, donc mon Strava, vous pouvez aller le voir, mais personnellement moi je l'ouvre jamais. Bon bah je suis pareil, je le mets pour partager avec les autres, mais je l'utilise pas, et surtout maintenant je suis beaucoup plus à la sensation que aux chiffres, donc je ne peux que te comprendre, Colline. Ah mais j'ai trouvé, alors j'en rencontre parfois un certain, mais faut savoir que voilà, je ne regarde pas mon compteur sur mon vélo, donc oui, je fais partie de ces gens-là. C'est les meilleurs, team sensation. Super, merci beaucoup Colline, on te souhaite une bonne journée, une bonne continuation, et puis on espère te voir à Paris pour les Jeux Paralympiques. Bah je promets de travailler le plus dur du monde pour ça, en tout cas. Super, ciao ciao. Salut. Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Colline Grimbinski, que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Colline et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!